Salut, c'est les Jérôme. L'échafaudage est monté, la toiture est bien étayée, on peut donc continuer le démontage du bandeau. Commençons par le commencement, les pierres du dessus. On retire donc le zinc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, il y a des agrafes. Et oui, les pierres sont liées entre elles à l'aide de barres d'acier. Alors après un nettoyage, on se rend mieux compte de l'état des pierres, de ces foutues barres d'acier qui ne nous arrangent pas. Il y a des fissures qui partent à 45 degrés depuis les bouts. Bah oui, avec la rouille, hein. Pendant qu'on termine le retrait du zinc, on en profite pour vous dire que vu le travail en hauteur, sur l'échafaudage, où la place est limitée et où tout peut vite devenir gênant, ça n'a pas toujours été facile de positionner l'appareil photo. Il va falloir vous faire au cadrage un peu foireux ou certaines transitions rapides, car on n'a pas toujours tout pu filmer avec attention, et ça va falloir pour les quelques prochains épisodes. Hein. Bon, il semble que les pierres aient déjà été réparées, entre guillemets, avec du plâtre ou mortier pour les égaliser. Quant aux pattes de fixation du zinc, certaines sont toutes rongées. Pour pouvoir bouger les pierres, il faut qu'on retire les liaisons, mais pas facile avec la corrosion, car ça a gonflé. Du coup, ça arrache un peu. Ouais, mais voilà, mais ça peut être la pierre avec. Ah, celle-ci. Et comme le trahissait la fissure, la pierre est bien cassée. On peut déjà au moins retirer ce morceau. De l'autre côté, on n'arrivait pas à retirer l'acier, alors comme de toute façon on ne veut pas les conserver, on les a coupés à la scie sabre. Puis la pierre est libérée. Et c'est du lourd, hein. Il faut pas mal manœuvrer pour les retirer. Un sac de choix chacun. Ah, bon, t'as vu. Les pattes qui sont quasi toutes rouillées sont difficiles à retirer car les clous ont couillé eux aussi. Pourtant on peut voir des trous rebouchés avec des chevilles en bois, certainement la technique originale de fixation des plats avec un clou dans le bois, et la pierre ne risque rien s'il rouille. Sous les pierres on retrouve encore des racines, décidément toute la tourelle devait être recouverte, certainement du lierre on le suppose. Bref, non sans mal, on a descendu les pierres, car elles sont très lourdes, et même avec une double poulie, ça restait difficile. Jérôme s'est même brûlé le bras avec le frottement de la corde. On met ces pierres au sol, car on ne peut pas les rentrer par les tabatières, ni les entreposer sur l'échafaudage, c'est bien trop lourd. Et puis, la réparation sera plus facile au sol. Il reste encore la dernière petite, qui est assez plate et qui a au centre un joint métallique de maintien. Évidemment, la pierre du dessous a cassé. Allez, le démontage continue. Non, mais ça, si tu veux mon avis, il y en a qui tient. Oh, bah regarde. Ici aussi, on retire les restes de la corniche qui est dans son jus. Il faut à peine toucher et tout va à volo. Comment est-ce qu'on ne s'est jamais ramassé 2 morceaux sur la figure pendant toutes ces années? On retrouve la pierre de taille qui semblait tenir toute seule, et de fait c'est juste le crépissiment qui la maintenait. Il est maintenant possible de commencer à démonter les briques. Beaucoup sont endommagés, cassées à cause de la déformation de la structure, ou bien cela part en poudre car elles sont gélives et le ciment par-dessus ne fait qu'aggraver les choses.
La planche qui sert de sablière et d'appui au chevron est en triste état, il n'en reste plus grand chose. Pendant le démontage, Jérôme à l'intérieur a trié toutes les briques et celles qu'on pourra encore réutiliser ont été remisées au grenier. Comme toujours, en fin de journée, on protège le tout avec une bâche issue de la récupération des emballages de matériaux, histoire qu'il ne pleuve pas à l'intérieur, car on annonçait de la pluie, puis aussi pour le vent, les oiseaux ou autres. Et on a bien fait, au petit matin il pleuvait, et heureusement aucune trace d'eau à l'intérieur. On reprend par une plus belle journée. Il reste le côté droit du bandeau, lui aussi penché à cause de l'affaissement. Et de ce côté, comme on a retiré une boiserie du mur et qu'il y a un vide, on descend jusqu'à ce niveau. On peut voir que les pierres du dessus ont été calées avec des cales en bois, puis l'interstice rempli avec du mortier. Sur la planche du chéneau, il y a une fine couche de plâtre, et comme l'essence du bois et du chêne, cela semble assez logique car il n'est pas idéal d'avoir un contact direct avec le zinc à cause des tanins du chêne. Pour continuer, il faut encore retirer la pierre moulurée du coin. On a bien démonté jusqu'à l'angle pour pouvoir recroiser les briques d'éparement lors du remontage. Bon, en dessous, il semble ne plus rien y avoir. Et alors, au niveau de l'appui des poutres, c'est pas fameux du tout. Tout cela ne repose plus sur grand chose, il faudra qu'on règle ça aussi, mais bon, plus tard. Pour l'instant, histoire de finir le bandeau, on retire les restants de la sablière. Puis on finit les quelques dernières rangées qui sont sur le linteau. Comme on l'a dit, les briques sont en piteux état. Eh bien c'est tout simplement du crumble de briques. On va passer au linteau, déjà avec les quelques morceaux instables. Le linteau en pierre est vraiment tout brisé, et cela ne devrait pas être trop difficile de le démonter. Assez étrangement, il ne va pas jusqu'au bout, mais bon, pour finir, plus rien ne nous surprend. On en profite pour retirer le morceau de conduit en plomb qui passait par là, et c'est parti! Et voilà! On commence à penser petit à petit au remontage. Et avant toute chose, il faut compenser l'affaissement du côté droit pour repartir sur de bonnes bases. Comme on peut le voir à gauche, le châssis est plus bas que le niveau où reposait le linteau, et à droite, il est bien plus haut. On a pris les mesures et il y a presque 10 cm d'écart. D'ailleurs, en regardant la barre d'acier qui portait tout, non seulement elle penche, mais du coup, elle ne repose plus que sur le coin de la pierre de taille. Ouais, pas fameux. Bref, on a pris les mesures de la colonne de pierre, ainsi que de l'encoche, car la pose du châssis est dite en feuillure et vient se loger dedans. Dans un morceau de pierre récupéré du linteau, on a taillé une pierre pour rattraper le dénivelé. Avant de la maçonner, on l'a bien fait tremper dans l'eau car cette pierre est, comme les autres, ultra absorbante et elle dessécherait trop rapidement le mortier. La barre d'acier, on peut la retirer. Et ici aussi, mouiller abondamment. Un petit test à blanc. Et tout ça a l'air de se mettre parfaitement.
Les cavités derrière la pierre de la colonne sont rebouchées, et puis on peut maçonner la pierre. Le mélange est fait de terre et de chaux, comme pour les autres pierres d'après ce qu'on a pu déterminer. On a encore beaucoup de sacs de terre du démontage des étages, alors ça tombe bien. Et du coup c'est très onctueux. Et voilà, maintenant les deux côtés sont à la même hauteur. Sur le côté de la tourelle, on a démonté plus bas que le linteau, alors on commence par remonter cette partie. Comme toujours, on a bien mouillé, et même pendant plusieurs jours avant les travaux, surtout qu'il faisait chaud et très sec. Par chance, le jour où on s'y met, le ciel était couvert, ce qui est super, car en plein soleil ce n'est pas idéal et tout sèche trop rapidement. Le mortier est ici un mortier chaussable, mais on y ajoute aussi une petite partie de terre comme on en a déjà parlé. Et pour ceux que ça intéresse, on a remis la recette en description, comme on le fait en général pour toutes les autres dont on parle. Alors c'est parti, mais avant évidemment on a encore humidifié la maçonnerie. Et oui. Et avec le tuyau raccordé à un autre système d'arrosage, c'est nickel. Ah oui, il y a aussi cette grosse pierre qui revenait au-dessus du bois qu'on a retiré du mur, bougeons-la également. En retirant le crépi, on a retrouvé l'encoche faite dans les pierres de taille, car les briques n'effleuraient pas la face des pierres, mais elles étaient un peu en retrait. Et on peut voir les traces de la couleur de l'enduit imitation brique qui y était appliquée. Cela se voit également sur la face avant de la tourelle, il y a aussi des traces rouges. Comme on a trouvé que la stabilité du coin laissait un peu à désirer, que le chaînage d'angle est quasi inexistant, et que cette partie ce n'est pas juste pour faire joli, car elle soutient les poutres, on s'est dit qu'il fallait faire un peu mieux. Toujours dans des morceaux de linteau, on a taillé une pierre, afin de la loger dans l'angle et tenter de renforcer la maçonnerie. Ensuite, c'est parti pour la pose des briques. C'est une pose en appareil flamand qui alterne des paneresses et boutisses décalées de 3/4 de briques à chaque rang, un peu similaire à l'appareil en damier. Bon, on a fait au mieux, car en dessous, ça n'a pas toujours été respecté, et il est difficile de savoir sur quoi on doit s'aligner. Pour le niveau et l'aplomb, par contre, on a utilisé un cordeau pour bien aligner. Et les briques ne touchent jamais le cordeau pour ne pas le décaler. Pendant ce temps-là, les briques entreposées au grenier sont ramenées, nettoyées et trempées quelques minutes avant leur pose. On va pouvoir remettre la pierre d'angle, bien mouillée, et avec du mortier de terre. Puis on continue avec des briques. Et voilà, c'est fait jusqu'au niveau du linteau dont on s'occupera ensuite. En attendant, on a aussi nettoyé et purgé l'enduit ciment des pierres d'angle de la façade avant. Ici aussi, ce renfoncement était destiné à recevoir un enduit imitation brique. Cela se devine sur les photos anciennes, mais on retrouve aussi les restes de cet enduit derrière le ciment. Les joints ont eux aussi été purgés, et le ciment ne recouvre pas toujours que les joints. Il cache parfois des trous ou autres dégradations sur les pierres. Et ici un morceau de métal qui aura, semble-t-il, fait éclater la pierre avec la rouille.
On a tenté de continuer un peu plus bas vers le seuil, et là non plus, ce n'est pas joli. Il va y avoir du travail. Dans le bas, une des pierres est fortement endommagée, et de manière générale, au-delà de la saleté, il y a tout de même beaucoup de coups, impacts de balles ou dégradations diverses sur ces pierres. Avant toute chose, un bon coup de nettoyeur haute pression s'impose pour nettoyer ce qui peut l'être. Et ça change déjà tout. Bon oui, même s'il reste toujours les dégradations. On finit par retirer ici et là les dernières traces de ciment, maintenant visibles. Bon, à vrai dire, maintenant que tout est propre, les dommages aux pierres se voient beaucoup plus. Et assez étrangement, le côté gauche est en plus mauvais état, alors qu'il est un peu protégé. Mais on va réparer tout ça. Pour les morceaux manquants assez conséquents, on applique d'abord un mortier plus grossier et non teinté. Et on vérifie qu'il reste de l'espace pour l'enduit de finition. C'est un mortier fait de pierre broyée, de cette même pierre jaune, et où le liant est un mélange bâtardé de ciment et de chaux. Les proportions varient en fonction de la sollicitation. Et en finition, c'est le même principe, mais la pierre calcaire est broyée finement et tamisée à 2 mm. Et pour compenser l'éclaircissement dû à l'ajout de liant, on a aussi ajouté des pigments, ici de la terre de sienne. Directement après que l'enduit commence à tirer, on vient recouper au couteau pour donner du grain à l'enduit et imiter la texture de la pierre. On en profite à l'occasion pour former les joints qu'on a rebouchés par facilité. Voilà qui prend forme. Et comme il faisait très chaud, on a humidifié régulièrement pour ne pas que le mortier ne se dessèche et risque de fissurer. Et c'est tout propre. Tout est prêt pour la suite, c'est-à-dire le remplacement du lateau. Ce qui sera le sujet du prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.